Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Mona Magdeleni qui va nous parler de son parcours dans le monde de la francophonie, de l'enseignement avec le théâtre et également elle va nous parler de comment elle a su vivre entre trois identités, égyptiennes, libanaises et syriennes, et comment cet amalgame d'identité, de civilisation a pu enrichir sa personnalité, non seulement sur le point professionnel, mais également sur le point humain. Madame Mona Magdeleni, bienvenue à notre programme au féminin, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, je vous remercie énormément et ça me fait toujours plaisir des rencontres avec au féminin ou femmes d'Égypte. Madame Mona Magdeleni, on commence toujours notre interview avec la période de l'enfance. Qu'est-ce que vous retenez de cette période de votre vie, étant donné que vous êtes alexandrine et je crois que ça peut vraiment donner naissance à une enfance unique? Les souvenirs d'Alexandrie, de l'enfance, bien sûr, ça va être les plages d'Alexandrie qui n'existent plus. Donc, et au moment où les plages publiques, on pouvait y aller. Il n'y avait pas de problème. Donc voilà, des souvenirs d'enfance. Petite Mona en maillot sur le sable alexandrin. Les balades, les randonnées sur la corniche d'Alexandrie avec mes frères et avec la famille. Et si on va du côté école, bien sûr, je vais me souvenir de la marche de la maison jusqu'au coin de la rue, là où le bus de l'école venait chercher toutes celles qui habitaient au coin. Et mon chien m'accompagnant depuis la maison jusqu'au bus et qui repartait à la maison dès que le bus venait. Si on parle d'Alexandrie, on peut dire que c'est une ville cosmopolitaine, plusieurs nationalités, plusieurs identités y vivent. Je voudrais savoir, également vous avez des origines libanaises également, alors on va parler de ça après, mais je voudrais savoir comment vous avez vu cet amalgame d'identité et de nationalité. Comment est la vie au sein d'une ville cosmopolitaine pareille? Tout à fait unique, c'est-à-dire moi j'ai assisté à cet amalgame par ma famille. Maman avait des amis, pas d'origine, mais des amis grecs, des amis italiens, des amis libanais et syriens, enfin la famille libanaise et syrienne aussi. Donc l'aspect cosmopolite était vraiment un caractère vécu. On a vécu le style de vêtements de chaque nationalité, disons de chaque identité. On a dégusté les plats de chaque pays. Il y a des mots qui jusque-là influent le parler alexandrin et qui viennent de plusieurs nationalités qui ont vécu à Alexandrie et dont les esprits vivent jusque-là pour certaines personnes. Accepter l'autre, le respecter également, la tolérance, ce sont des mots-clés pour tous les Alexandrins. Je voudrais savoir comment vous avez vécu ces valeurs et comment vous vous êtes inspiré de cette atmosphère. C'est très méditerranéen, donc l'ouverture, l'horizon, au-delà de l'horizon, ça c'est le caractère alexandrin et du coup on accueille.
On accueille celui qui vient, on accueille l'étranger, on accueille... Donc accepter l'autre est un des caractères de l'identité alexandrine venant du caractère méditerranéen, bien sûr. Bien sûr, il y a la chaleur de l'accueil égyptienne en général, mais vient après le vent alexandrin qui fait que on veut connaître mieux la personne, pas que accueillir, mais la connaître, découvrir sa vie, partager des moments, faire un échange autour de ma vie et la tienne. Donc c'est les vagues. C'est les vagues de la Méditerranée et des fois, vous trouvez les habitants d'Alexandrie calmes, d'autres fois mouvementés. C'est le caractère de la mer. Et je l'ai vécu autour de moi de partout. Si l'on parle à l'école, une ouverture, la promotion était des amis. Si l'on parle de la faculté, dès qu'on a mis pied à la faculté, la promotion est devenue un grand groupe. Seulement actuellement, la rue alexandrine diffère des moments dont on parle, mais nous essayons toujours de garder le souvenir et d'agir selon le souvenir pour que ce soit toujours une marge de vie à Alexandrie. On parle toujours d'Alexandrie et comment le charme d'Alexandrie est vécu en hiver et qu'on peut vraiment découvrir la beauté de cette ville au cours de cette saison. Parlez-moi un peu de l'hiver à Alexandrie. Tout à fait, tout à fait. Ben, nous disons Alexandrie en été, c'est pour les estivants. Et Alexandrie en hiver, c'est pour nous, c'est à nous. Et quel que soit le froid, Alexandrie pour nous a du charme. La pluie. Et comment la pluie lave le paysage. Voitures, rues, immeubles, arbres, tout est lavé. Tout est lavé et ça, c'est un renouvellement d'énergie, d'espoir. C'est un recommencement. On a après chaque pluie une page nouvelle. Et donc voilà, on a froid, on porte beaucoup de vêtements, il faut des habits chauds, mais Alexandrie reste charmante et je crois que ça attire les kérotes aussi pour vivre des moments pareils. Une tempête à Alexandrie, ça commence à attirer les kérotes. Et si on parle études, vous avez étudié les lettres françaises? Tout à fait. Après les études, quand vous avez commencé votre carrière, est-ce que les premiers pas, c'était dans le monde de l'enseignement? Non, et c'est ça ce qui est étonnant. Les premiers pas étaient dans le management. Et pendant 4 ans, j'étais presque éloignée, complètement éloignée de la langue française, bien que la multinationale, mais la langue de communication était la langue anglaise. Et tous mes rêves d'avenir étaient dans le management, la gestion et aller de grade en grade. Et puis, entre deux entreprises, c'était la pure coïncidence qui m'a fait rencontrer quelqu'un de l'établissement et qui m'a demandé de rendre service pour remplacer une amie à moi qui était enseignante et qui a accouché. Donc, un mot-clé, rendre service, on ne peut pas dire non. Donc, OK, pendant l'été, j'ai accompagné les élèves qui étaient en besoin de cours pour l'examen de repasse. Vous dites l'examen de repasse? Oui, donc l'examen de repasse était bien terminé
Et puis, l'offre était, mais viens travailler avec nous et commence à enseigner. Je ne peux pas vous décrire la quantité de moqueries, le volume de moqueries que j'ai fait sur le métier ou l'atmosphère ou moi devenant enseignante. Non, 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 c'est pas dans mes rêves, ni prévu dans ma carrière. Et puis, la condition était, ok, je vais commencer. Mais dès qu'on m'appelle dans les sociétés là où j'ai postulé, l'accord y était. Là-dessus, j'ai commencé et un coup de cœur pendant les 2 premières semaines, parce que j'ai vu que j'avais affaire avec des êtres humains et pas des ordinateurs et des marchandises et des rapports. Et le charme de cette opération pédagogique et d'éducation m'a prise. Et vous êtes resté combien de temps à travailler pour cet établissement? 19 ans. Wow, 19 ans, 12 ans, enseignante, responsable d'activité, animatrice d'atelier théâtre. Et les 7 dernières années, proviseur, tout en gardant une classe. Moi, j'ai tenu à continuer le métier, la mission de passion que j'ai sentie. Je ne voulais pas faire un transfert pour le luxe du poste et l'intitulé du poste. Moi, c'était plutôt l'enseignement et l'éducation. Je crois qu'en entamant cette carrière dans le monde de l'enseignement, vous aviez une vision. Vous aviez des valeurs, vous aviez vraiment des points précis dans votre tête. Quels sont ces points ou ces éléments que vous avez essayé d'appliquer au cours de votre carrière? L'élément de base, c'était faire éviter aux élèves tout ce qui m'a agacée en tant qu'élève autrefois. Donc ça, c'était... Je ne voulais pas que l'élève traverse des moments difficiles au sein des groupes d'amis en classe ou suite à des résultats ou suite à un problème dans la vie scolaire. Et en même temps, je ne voulais pas être étiquetée comme nous étiquetions les professeurs autrefois. Donc, j'essayais d'éviter complètement le fossé entre les générations, le fossé entre élèves et professeurs, et faire vivre à l'élève un moment inoubliable dans sa vie, parce que la vie scolaire, 14-15 ans, ça ne va pas se faire une deuxième fois dans la vie. Après, il y a la faculté 4 ans, master, doctorat. Il n'y a pas de 14 ans d'affilée dans la vie de l'être humain qu'à l'école. Et donc, voilà l'élément de base. Le reste, c'est les sous-titres. Je dirais faire découvrir à l'élève son moi dans ce contexte. Donner et procurer à l'élève une zone de confort et de sécurité. Et montrer à l'élève et aux parents que la note et la réussite scolaire, ce n'est pas le tout. Parce que quelqu'un peut avoir juste la moyenne ou quelqu'un peut avoir moins que la moyenne, mais réussir et briller dans les arts plastiques, le chant, la danse, la gymnastique et quoi de mieux de trouver les points forts chez chaque élève. Globalement, c'était ça la vision. Bien sûr, avant que le téléspectateur ne dise « Ah, et le programme scolaire, tout
passe par le programme scolaire. Le programme scolaire, il est là, c'est soit une muraille opaque sans fenêtre, soit c'est le pilier qu'on traverse par des fenêtres et des portes et des ponts et des passerelles. Ce dont je viens de dire dans ma vision, c'était les ponts et les passerelles. Eh bien, le programme scolaire, il est là avec tout ce qu'on apprend là-dedans. Également, vous avez recours au théâtre scolaire, non seulement comme activité, mais également comme moyen pour s'exprimer. Je me rappelle quand on faisait le trajet pour venir jusqu'à Alexandrie afin de suivre de près les pièces que vous mettez sur scène. Comment vous avez découvert cette passion pour le théâtre et comment vous avez réussi à rassembler les membres de votre troupe? Ben, la découverte, ça date depuis les années de l'école chez moi. Parce que depuis, je me rappelle, en maternelle, en 4e primaire, première préparatoire, il y avait des présentations théâtrales préparées par les profs de classe auxquelles je participais. Donc j'étais toujours dans les activités théâtrales. Vient après l'année de détour, la première secondaire, où l'enseignante m'a proposé un rôle dans la pièce de Tristan Bernard, L'Anglais tel qu'on le parle. Et là, j'avais le rôle du garçon de l'hôtel, juste 2 phrases dans la pièce. J'étais un peu vexée au début. Et je me disais, je veux faire un peu plus, j'ai la capacité d'aller de l'avant, mais je me suis tue, j'ai accepté. Et puis, une semaine sur l'autre, le rôle principal, qui est celui de l'interprète, était vide parce que la maîtresse, elle a essayé 2 ou 3 personnes et ça n'a pas abouti. Et avec beaucoup de courage, je suis allée demander à la dame, si jamais vous voulez m'essayer, je suis prête. Et puis elle ouvre les yeux comme si c'était la première fois qu'elle me voyait. Elle m'a essayé et là, j'entends toujours les applaudissements du public, mes parents, les parents de mes amis, les élèves, les camarades. Et ça n'a jamais été oublié. Et depuis, j'ai su que il y a quelque chose entre le théâtre et moi. La deuxième partie de la question, comment j'ai pu attirer, c'est que je me suis lancée dans la première formation envoyée à l'école. C'était en 2002. Je me suis dit, ça me parle, ça n'a pas l'air d'être si sérieux que les formations des profs nouvellement nommés, et didactiques et pédagogie, mais je veux bien savoir de quoi il s'agit. De retour, il y avait la proposition de monter une troupe de théâtre à l'école pour participer au festival de théâtre. Le début n'était pas facile du tout, parce que dire aux élèves, vous allez donner de votre temps d'études pour des activités théâtrales, ça veut dire plaisanter, ça veut dire perdre le temps, ça veut dire aux parents d'élèves, on va vous prendre vos enfants pendant 4 jours ou 5 jours au Caire, dans un environnement mixte, c'était hallucinant à ce moment-là. Puisque également c'était une école pour filles. Une école pour filles. Et puis 2002 n'est pas quand même 2020. Mais les plus courageuses comme élèves et les plus convaincus de moi en tant que professeur des parents ont dit, bon, on se lance. Et j'ai commencé avec 13 élèves la toute première année de la même promotion. L'écho que ça fait, la réussite, les étincelles, a fait que ce soit après un centre d'intérêt pour les élèves, comment adhérer la troupe de théâtre pour un peu plus de français, pour un peu plus d'amitié, pour un peu plus d'ouverture, pour la francophonie, pour de la culture, pour passer quelques nuits au Caire, pour connaître d'autres amis, d'autres écoles et d'autres villes et d'autres pays aussi.
Et voilà, donc c'était le début, aboutissant à là où la troupe recto verso en est aujourd'hui. Je crois que vous continuez toujours à donner des spectacles, que ce soit à Alexandrie, au Caire, ou partout dans le monde, en France et je crois également en Italie ou en Espagne. Non, l'Italie, c'était pas moi, c'était une autre troupe de la famille du festival. Chaque troupe choisit le festival auquel elle veut participer. Donc, il y a des troupes qui ont participé à des festivals en Italie, en Espagne, au Canada, en Russie, en Turquie. Moi, je suis partie avec mes élèves en France, mais dans deux directions et destinations différentes. De 2004 jusqu'en 2006, 3 fois d'affilée, on a participé au printemps théâtral de l'association Vents et Marées en Vendée, donc l'extrême ouest de France. En 2007, depuis 2013 jusqu'en 2016, on a été appelé par la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui à ce moment-là organisait une manifestation sans pareil, qui s'intitulait Le printemps des lycéens et des apprentis, et qui invitait des troupes de partout du bassin méditerranéen pour présenter leur activité, quel que soit théâtre, projet citoyen, slam, n'importe. Donc, c'était ça les participations. Plus, bien sûr, en Égypte, des participations dans des événements à la Bibliotheca Alexandrina, l'Association égyptienne des profs de français, l'Institut au Caire et à Alexandrie, plus le festival. Grâce à tous ces efforts, vous avez été décoré par les palmes académiques de la part de la République française. Je voudrais savoir, est-ce que vous attendez un honneur pareil? Est-ce que vous avez vu la décoration avant de vraiment la recevoir? Quels étaient vos sentiments au cours d'une décoration pareille et qu'est-ce que vous aviez eu en tête comme idée pour continuer avec la même grandeur? L'histoire des palmes académiques a commencé avec moi en 2005 quand ma maîtresse, quand j'étais à l'école et qui était à ce moment-là la coordinatrice de français, donc ma responsable, a été décorée. Et elle nous a invités au consulat d'Alexandrie pour assister à la décoration. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, les palmes académiques, et c'est quoi l'importance de cette décoration. Et là, une découverte. Ah, donc, la République envoie son appréciation à l'étranger, et concrètement, pour les gens qui servent et rendent service au pays et à la francophonie. Et ça a commencé le rêve. J'avais 3 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement à ce moment-là, mais le rêve a commencé. Donc depuis 2005, ça chatouille mes rêves. Comment l'avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Madame Thérèse You, c'est le pilier de l'enseignement français à l'école. Faut-il attendre jusqu'à l'âge de 60 ans pour être décoré? Alors, le rêve était là, dans un coin, et ma vision et ma persévérance et mon travail et ma passion, disons, dans tout ce que je faisais, était le motif derrière tout ce que je faisais. C'est-à-dire, je ne travaillais pas pour être décorée. Je travaillais dans cette atmosphère de passion et de motivation, et le rêve était quelque part dans un tiroir fermé. Et puis, vient l'année 2016,
où j'ai été responsable de l'organisation du festival de théâtre à Alexandrie, de l'IFE à Alexandrie, et en même temps le festival du Caire. Donc le directeur de l'Institut au Caire, le COCAC à ce moment-là, Mohamed Bouabdallah, avait vu quelle était la qualité du festival dont je suis coprésidente. Sébastien Lafragette, le directeur de l'Institut au Caire, a vu la qualité du festival que j'ai organisé à Alexandrie. C'était pas que ça, c'était les deux belles gouttes d'eau dans le verre qui étaient avant remplis, parce que à chaque fois quelqu'un me voyait dans une formation, dans une animation de formation, donc que ce soit dans la pédagogie, dans l'enseignement, dans les activités, dans le théâtre, dans la provision de l'école, et tout a été, le bouquet a été bien pris en main par les deux directeurs qui m'ont proposé, qui ont désigné mon nom pour la décoration. Cela était vers la fin de 2016, je crois début 2017, et le dossier prend son temps. J'avais complètement oublié ce que m'avait dit Sébastien en 2017. Et puis, un mail me tombe du ciel de Mohamed Bouabdallah, le COCAC à ce moment-là, pour me dire c'est bon, on a l'acceptation et tu as tout ce qu'il faut. Il s'agit seulement de choisir la date pour la décoration. Madame Mona Magdelani, de la part de toute l'équipe de Au Féminin, je vous remercie infiniment. Un remerciement mutuel et de gros bisous virtuels dans ces conditions de corona. Merci. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Mona Magdelani qui nous a parlé de son amour pour le théâtre, de son parcours dans le monde de l'enseignement, de ses aspirations pour l'avenir, d'une décoration de la part de la République française et également de comment garder l'identité égyptienne en respectant également les racines d'autrui et ses racines familiales libanaises et syriennes. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.